Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à cette session sur Dapper. Donc je suis Joël, je suis un ex-dev, ex-tech lead, ex-même chef de proche, et maintenant SRE et DevOps ou tout ce qui fait tourner vos plateformes. Je suis en freelance. Donc, je bosse beaucoup sur Kubernetes, KubeVirt, les chaînes de CI/CD, un tout petit peu de dev. Et puis j'ai la chance d'être co-présentateur sur la chaîne twitch.tv/Quistops, donc avec Quentin Joly, que vous connaissez peut-être sous le nom de The Bidouilleur. Donc je vous ai mis le petit QR code, n'hésitez pas à follow ou voir à sub. N'hésitez pas. Donc je suis vraiment merci à l'organe de m'accueillir ici. C'est un double plaisir parce que le sujet me tient un petit peu à cœur, parce que c'est un produit que j'ai découvert assez récemment, mais qui me semble vraiment intéressant à vous faire partager. Et puis ici c'est ma fac, donc ça c'est mes bancs d'amphi, donc c'est quand même quelque chose d'être ici. Alors, petit disclaimer. Premier disclaimer ultra important, j'ai jamais utilisé Dapper en prod. Oh, c'est pas bien. Donc, voilà. Alors, par contre, vous allez vite comprendre que le projet est assez gigantesque, massivement utilisé, et que je l'ai utilisé en prod, finalement, j'aurais bien fait un T-Rex. Si un jour je l'ai en prod, je vous ferai bien un T-Rex. Mais ça compte pas tant que ça. Deuxième disclaimer, c'est pas un jugement de fond sur est-ce qu'il faut faire du microservice ou pas. C'est une façon de faire des microservices qui normalement vous simplifie la vie si vous faites des microservices, mais je ne vais pas aborder le sujet est-ce qu'il faut ou pas faire du microservice. Troisième disclaimer, si vous avez l'habitude de voir des choses avec des patterns très compliqués, des schémas UML avec des adapteurs et des trucs qui convertissent des convertisseurs, des choses comme ça, c'est pas pareil. Là, on va faire du truc extrêmement KISS, retour aux sources, éviter de se complexifier la tâche, même quand on fait du microservice. Voilà, et puis tout dernier avertissement, c'est un produit absolument gigantesque et c'est la première fois que je fais cette presse. Donc il est possible que je zappe quelques slides ou voire une démo entière. Je sais jamais. Alors, microservices, les origines. Alors à la base, les microservices, c'est une extrêmement bonne idée puisque ça permet naturellement de découper votre code métier en plusieurs unités de run. Il n'y a pas besoin de faire des patterns complexes. A priori, on n'a pas besoin effectivement de faire une architecture très complexe. On veut juste builder des petits trucs, les mettre en prod, les faire communiquer entre eux. Ça permet de mettre en prod très vite, de faire des évolutions très rapidement, d'éviter le spaghetti code. Voilà. Petites unités de run, c'est très bien. Bon, en général, c'est assez simple. On fait des bouts de code métier qu'on connecte à des queue messaging et puis potentiellement à des state stores. Et puis voilà, ça passe très bien. Sauf que dans la réalité, les SRE, comme moi, on embête tout le temps les devs. Parce qu'il n'y a jamais assez de trucs pour mettre en prod. Donc notamment, on va demander aux devs de mettre du MTLS. On va leur demander d'émettre des métriques. On va leur demander de se connecter à des systèmes tiers, les PubSub, mais d'autres. Et puis, si on fait un petit peu d'architecture hexagonale, là c'est plus les devs qui choisissent, mais on met des trucs pour que ce soit interchangeable, parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais, ça se trouve, on peut changer de cloud. On va demander aussi de prendre en charge la résilience, avoir des mécanismes de retry ou de circuit breaker. On va demander de pouvoir s'interfacer avec des systèmes qui gèrent des secrets, des vaults, qui soient cloud ou on-prem. On va vouloir s'interfacer avec des systèmes qui gèrent de la config. On va demander du tracing, on va demander aussi du contrôle d'accès, parce qu'on ne veut pas que chaque microservice puisse accéder son copain sans contrôle. Et au final, les développeurs, ils ont encore un peu de temps pour faire du code métier. Mais, un petit peu. Quoi. Alors, les solutions classiques. Face à ça, parce que c'est pas très simple finalement. Donc, en général, on adopte déjà un gros framework. Spring, on va le nommer. Surtout qu'ici, on a Rennes, il y a quand même beaucoup de Java. Donc, Spring pour les gens qui font du Java. Bon, les ops, ils n'aiment pas trop monter en compétence sur le framework Spring. C'est configurer du XML ou des trucs, c'est pas notre tasse de thé. Enfin bon, pourquoi pas. Ça nécessite quand même, au niveau des devs, de s'interfacer avec Spring et donc de s'approprier le framework aussi et d'avoir quand même pas mal de boulot. Pour contrecarrer tout ça, on va souvent faire un gros boilerplate. C'est-à-dire, on va mettre chez nous Spring, il utilise Redis, donc
utilise Redis, on va mettre toutes les fonctions de connexion avec toutes les options, déjà standardisées avec les ops pour que les ops sachent le configurer. Et puis on va faire ça avec chaque système CR qu'on intègre. Et puis comme ça, on va avoir un gros boilerplate, on va pouvoir fork, on aura déjà tout prêt. Et voilà. Et comme ça passe pas si mal. Sauf que dans la vie réelle, c'est encore assez délicat parce que malheureusement, votre gros boilerplate mono framework, il a besoin d'évoluer. Ça arrive qu'on veuille changer de cloud. Alors là, ça peut vous faire marrer, mais je citerai un fournisseur rennais, racheté par son concurrent allemand. Je pense qu'il y a des gens qui voient de qui je parle, et qui faisait tout sur du on-prem, et le concurrent allemand, il fait tout sous AWS. Pas de chance. Le concurrent, il dit, va falloir tout refaire. C'est compliqué, parce que même si on a fait sa petite archi hexagonale, en vérité, on n'a pas du tout envie de refaire les sous-connecteurs. On a fait notre archi hexagonale, on a fait un connecteur, mais on ne veut pas changer. C'est fini. On veut parfois changer de briques aussi. On veut parfois passer d'un Redis à un Kafka. Alors c'est pareil, ça peut être parce que vous êtes racheté. Mais moi, j'ai le cas d'un fournisseur qui me fournit une solution qui est SaaS. C'est super, mais sauf que nous, on veut l'héberger on-prem. Et chez nous, c'est du Kafka. Pas de chance. Alors, du coup, c'est un peu problématique. Il peut y avoir tout plein d'autres raisons de changer de cloud ou de brique. Ça peut aller du changement de CTO au changement de tech lead. On espère quand même que quand un CTO arrive, il ne fait pas forcément tout ça, mais enfin, ça peut arriver. Et il y a pire. Il y a quelqu'un qui arrive avec un nouveau langage. Alors ça peut paraître basique, mais ça c'est pareil, c'est du vécu. Vous avez quelqu'un, vous avez mis en place votre super architecture, votre boilerplate à coup de Spring, Java. Les ops, ça va à peu près l'opérer. Ils ont embêté les devs pendant des mois pour qu'ils se mettent plein à jour sur les contraintes. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, vous m'avez demandé de faire de l'analyse de données, je fais ça en Python. C'est embêtant, c'est délicat parce que vous ne trouverez pas l'équivalent en fait d'un Spring en Python. Donc vous allez réexpliquer à votre charmant développeur ou charmante développeur que c'est super son truc qu'il a fait en Python, en torche, mais pour s'intégrer chez vous, il va falloir qu'il se mette à jour sur toutes les contraintes qu'on a exprimées précédemment. Et puis on se revoit dans 6 mois pour la prod. Alors, du coup, du coup, les microservices, c'est devenu le drama, en fait. Si vous regardez, si vous ouvrez un petit peu LinkedIn et que vous cherchez les microservices, c'est devenu un drama qui dépasse quasiment le drama Kubernetes. Alors autant je trouve beaucoup de mauvaises raisons au drama Kubernetes, autant effectivement, moi-même, je me suis retrouvé comme ça, gatekeeper, à faire de l'exploitation de microservices et à dire aux développeurs que c'était jamais assez bien. C'est quand même assez fâcheux au bout d'un moment. Et donc j'ai découvert Dapper. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'Indiana Jones, parce que moi j'étais au courant. Donc Dapper, je l'ai découvert cette fin d'année dernière. Alors, Dapper, c'est pour Distributed Application Runtime. Donc ça fournit aux devs tout ce qu'il faut pour faire des services distribués prod ready. Alors d'ailleurs, pas forcément microservices, mais déjà rien que distribués. Ça déporte toute la partie configuration technique d'interconnexion avec les systèmes tiers, donc on va voir ça un petit peu dans le détail. Et c'est agnostique au langage de programmation. Ça veut dire que ce n'est pas un framework que vous allez include en Java ou que vous allez include en Go. Vous pouvez l'utiliser en Go, en Java, en Rust, voire même en Bash dans l'absolu. Ça sera exactement la même chose. Bonus 1, il n'y a pas besoin de Kubernetes, donc ça va faire plaisir à des gens. Pas seulement en dev, à ma grande surprise, on peut même le faire en prod sans Kubernetes. Mais déjà, rien qu'en dev sans Kubernetes, c'est bien, parce que les devs, Kubernetes sur le poste de dev, c'est quand même pas toujours confort. Bonus 2, ça fournit des briques assez importantes dans le monde distribué sur des patterns, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et c'est un très gros projet CNCF. Curieusement, il n'est pas très connu. Moi-même, j'ai découvert là en fin 2024. C'est un des rares projets CNCF à être graduated. Alors, ça se voit mal sur le slide, mais il est graduated. Pour vous dire, en graduated, on a Kubernetes quand même. On a Keda, on a Argo, on a Flux. Il m'en manque peut-être un, peut-être il y a Helm. Mais à part ça, ça doit être à peu près tout. Tous les autres sont au cran d'avant.
Il est graduated d'ailleurs depuis cette fin d'année en fait ici. Voilà. Donc c'est un projet purement CNCF, il est gouverné par la CNCF, donc il ne passera pas en licence BSL. Voilà. Il n'y a personne qui va le rendre propriétaire et vous demander de payer pour l'utiliser, ça n'arrivera pas. Il est sous licence Apache. Il a quand même quasiment 25 castars, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et c'est un projet qui a été mis sur GitHub. C'est un projet en fait qui vient de chez Microsoft et qui est issu des créateurs de Keda, qui lui-même est graduated. Si vous faites un peu d'Ops, Keda c'est l'autoscaler le plus performant pour Kubernetes qui vous évite de faire du scaling uniquement sur des métriques CPU et mémoire, mais par exemple sur des métriques Prometheus, ce que vous voulez. Donc c'est un projet très sérieux. C'est pour ça que je vous disais que je l'ai utilisé ou pas en prod. Finalement, ça ne change pas vraiment la donne. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme finalement ce qu'on sait faire d'habitude en Kubernetes, mais encore une fois, ça marche aussi sans Kubernetes. C'est juste un proxy. Donc c'est juste un petit proxy qu'on va coller à côté de l'application. Et en fait, le monde extérieur ici n'ira jamais dialoguer directement avec l'app. On aura toujours quelque chose en rupture protocolaire ici, que ce soit pour de l'appel entre services ou des appels sur des systèmes tiers, que sais-je. Donc d'habitude, c'est un slide classique des microservices. Voilà, on a son architecture microservice distribuée en tout cas. Bon, avec Dapper, on va mettre du Dapper partout. À chaque fois qu'on va mettre un service, on va mettre un Dapper, un service, un Dapper, un service, un Dapper. Comme ça, c'est clair. Ça fait proxy, ça fait rupture protocolaire. Et finalement, quelque part dans une architecture hexagonale, ça pourrait être la partie adapteur finalement. Sauf que vous n'avez pas à l'écrire. Elle est déjà là. Alors, comme je vous le disais, c'est agnostique au langage. Alors là, il y a tous les langages qui ont un SDK, parce qu'on peut l'appeler directement en faisant des appels HTTP finalement. C'est vraiment un sidecar HTTP. Ou gRPC, on va parler que d'HTTP, parce que ça simplifie quand même les choses. Donc on peut l'appeler avec n'importe quel langage et ça comprend tout ce dont on a besoin pour faire du service distribué. Donc déjà le triptyque ici, résilience, sécurité et observabilité. On va en reparler, mais il y a d'autres solutions que Dapper pour cette partie-là. Mais ça contient beaucoup plus, c'est-à-dire ça contient des briques qui font de la gestion de state, ça comprend le service to service, ça comprend des briques qui font la gestion du pub-sub, la gestion des secrets, les bindings, on va revenir là-dessus, mais aussi des patterns avancés qui sont pas toujours simples à mettre en prod, surtout quand vous n'avez pas de framework pour un langage. Par exemple, si vous faites du Rust, si vous cherchez une brique qui fait du distributed lock ou qui fait du workflow, c'est pas évident. Donc, ça fait aussi ça. Et puis après, ça peut s'héberger soit sur du cloud, soit sur du cube, soit sur des VM. C'est comme vous voulez. Et ça peut même s'héberger en serverless. Alors, ici, c'est une petite map de la compatibilité des services, mais en fait, c'est absolument pas exhaustif. Donc voilà, par exemple, Dapper supporte en brique de state du DynamoDB, du Cosmos DB, du Redis, mais aussi du PostgreSQL. Enfin, il y en a plein. Je vous remettrai la liste tout à l'heure. Pareil, donc pour les secrets, ça gère à peu près tous les clouds, ça c'est super cool. Pour la pattern actor, ça marche à peu près sur toutes les bases de données qui existent, etc., etc. Et ils ont même fait donc une abstraction pour l'AI, évidemment. Sujet à la mode, donc forcément ils sont rentrés dedans. Voilà, donc connexion entre services, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon assez basique. On va avoir un service ici, on va avoir notre petit Dapper en compagnon qui va aller se connecter au DNS et puis il va résoudre en fait. C'est un truc qu'on fait du service discovery, on n'a pas attendu Kubernetes pour le faire et notamment si vous déployez Dapper sans Kubernetes, il va s'appuyer sur du consul par exemple. Si vous le déployez sur Kubernetes, il va s'appuyer sur le service DNS Kubernetes. Il va prendre en charge le MTLS et puis il va aller transmettre en clair. Donc c'est toujours en localhost, les appels ils sont non chiffrés, mais en Kubernetes ça pose pas de problème, vous êtes dans le pod, il n'y a pas d'interception possible. Et puis ça offre tout le tracing derrière. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, j'ai pris l'exemple du State Store. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conf, elle est déportée. La conf, tout ce que d'habitude vous avez l'habitude de porter en option dans votre code ou via votre framework, en fait tout est déporté dans du YAML.
Alors là, si vous n'aimez pas le YAML, je peux rien pour vous. Enfin, si vous aimez le JSON, normalement, vous aimez le YAML. Et puis, on va déclarer, par exemple, un state store. Donc ici, un state store de type Redis. On va lui mettre tous les paramètres de connexion. Donc ça n'a pas besoin d'être pris en charge par l'application. Et ensuite, si on veut pousser un objet dans le state store, on va faire un simple post sur le compagnon Dapper, donc sur le port ici 3500, sur l'API state, puisqu'en fait, finalement, Dapper, c'est une API, une grosse API. Très bien documenté d'ailleurs, et sur votre state store, puisque vous l'avez appelé state store ici, vous avez appelé state store. Et si vous faites ça, même en bash, eh bien, votre objet il va finir dans votre state store. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Alors évidemment, quand on est dans un langage quelconque, là en Python, on va plutôt utiliser un SDK. Donc là, c'est un SDK Python, et on va quand même plutôt faire un save state plutôt qu'un curl à la main. Mais on peut le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en démo. Autre exemple sur un PubSub, parce que c'est important, parce que là, il y a une vraie rupture protocolaire. Pareil, on va déclarer ici un message broker. On va aller taper le Dapper pour faire un post dessus, sur l'API publish cette fois. Sur le nom du broker, s'il s'appelle MyBroker, ça sera MyBroker. Et sur un topic. OK, très bien. Donc on va pousser ça. Et puis, de l'autre côté, le subscriber il va recevoir ces événements pareil sur HTTP. Donc ça c'est pas très courant en fait dans le monde du PubSub, parce qu'en fait quand vous vous abonnez en tant que subscriber au broker, vous allez en fait mapper ça sur juste une patte HTTP. Donc c'est assez curieux, mais c'est comme ça, ça marche très bien. Et pareil, la conf elle est déportée, il n'y a pas de souci. Là où c'est super sympa, c'est que au lieu de se taper, et surtout si vous n'avez pas de framework, parce qu'il n'y a pas toujours, toutes les options de conf du monde pour se connecter à un Redis, et donc faire des allers-retours avec votre SRE préféré qui vous dit ah mais il est où mon polling délai machin, et puis t'as pas mis de pool, et puis comment je fais les timeouts, où c'est que je les règle, etc. Il y a tout en fait. Toutes les options sont déjà prévues dans la doc. Je vous ai mis un petit QR code, vous pouvez regarder si vous voulez. Donc et ça va être comme ça en fait pour tous les systèmes qui sont intégrés. C'est vraiment le gros avantage, c'est que toutes les options sont déjà prévues, vous n'avez rien à faire dans votre code. Alors, évidemment, si vous aimez coder pour coder, c'est un peu frustrant. Mais bon, voilà, le boulot est fait. Du coup, ça va assez vite. Là où c'est pas mal aussi, c'est que du coup, comme vous avez une abstraction sur certaines parties, donc là, ici, sur le PubSub, sur les secrets et puis sur la base de données, eh bien, vous pouvez faire du dev sur un poste local avec du Redis, avec des fichiers locaux pour votre secret et puis de la DB in-memory ici, ou du Postgre ou ce que vous voulez. Et puis, quand vous allez en prod, vous pouvez juste changer les composants. Vous avez juste à changer dans le YAML la façon dont vous déclarez vos composants. Pourvu qu'ils aient le même nom, si vous l'avez appelé State Store, vous l'appelez State Store. Maintenant, vous dites c'est plus un type Redis, c'est un type Azure Service Bus, et ça marche. Voilà. Pareil pour le secret, pareil pour le DB, pareil pour tout ce qui a de l'abstraction. Donc ça, c'est pas mal pour les devs parce que des fois, on est un peu embêté quand même. On veut développer avec effectivement du Redis en local, et sauf que c'est pas du tout ce qu'on a en prod. Alors ça veut pas dire que votre code va marcher exactement pareil et qu'il faut pas tester, hein. Il faut quand même faire vos tests, mais ça simplifie quand même vachement la vie. Et puis si jamais il y a quelqu'un qui vient vous apprendre du jour au lendemain que Azure c'est plus ce qu'il vous faut, mais que c'est AWS, ça va être pareil. Voilà. Vous allez pouvoir juste changer votre définition YAML, et puis zou, dans l'absolu, ça va fonctionner. Petite démo. C'est là qu'on rigole. Alors, déjà pour essayer de faire la démo à peu près proprement, je vais dupliquer. Petite démo et petite explication du code. Très rapidement. Donc là, on a quoi? On a un programme en Node.js. Un programme en Node.js qui va recevoir en fait des posts. Alors, ils sont ici, pardon, ici. Donc il va recevoir des commandes et puis il va vouloir les sauver dans un state store. Donc là, c'est ce que je vous disais. En fait, on est dans un cas où il n'y a pas d'utilisation du SDK. On est directement en post, en pur HTTP. Il y a zéro SDK. Donc on va définir le nom de notre state store quand même, le port du Dapper, ça peut servir.
Et puis tout ce qu'on va avoir à faire ici, quand on va recevoir un ordre, ici, touk, eh bien, c'est d'aller post. Voilà, on va aller post l'objet qu'on a reçu sur le state store. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc c'est quand même assez pratique. Et puis on va avoir une petite app ici. Ah oui, j'ai mis en double, c'est plus pratique. Donc ici on va avoir une petite app Python qui va simplement aller post des commandes au fur et à mesure, hein, toutes les secondes ici, et qui va aller nous envoyer ça sur l'autre service. Donc voilà, un cas assez classique hein, finalement. Donc je vais vous faire la démo. On va espérer. Alors, ouais, bon, ça c'est pour la petite histoire. En fait, pour installer tout ça, vous faites juste un dapper init et il va tout vous installer, dont des choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui, des composants qui font du placement ou des schedulers. Bon, ça on se fiche un petit peu. Mais il va vous installer un petit Redis et puis un petit ZipKit pour votre tracing. Donc vous n'avez rien à faire du tout. Et puis, bien évidemment, il va vous installer le binaire qu'on va lancer et qui va faire le composant. Alors, on va faire un petit dapper run. Hop. Alors, ça ne va pas être celui-là, évidemment. OK. On va run l'appli Node.js. Bon, c'est une appli Node.js. Hein, elle écoute sur un port. Il n'y a pas grand-chose à voir, d'ailleurs, sur ce port. Et puis, ici, on va aller lancer l'appli Python. Hop. Alors, ça ne va pas être celle-là non plus. Parce que le PC m'a planté juste avant la session, donc il a fallu que je refasse tout. Voilà. Bon, c'est pas fou. Mais enfin, vous aurez remarqué qu'effectivement, quand même, dans votre appli Node.js, c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a rien en fait, il n'y a pas de code technique, il n'y a rien du tout. Vous avez vraiment juste votre code métier, et c'est tout ce que vous avez à mettre, et vous pouvez vous concentrer sur le code métier, ce qui est quand même déjà pas mal. Bon, quand même, pour poursuivre la démo vite fait, je vous ai parlé de résilience tout à l'heure. On va stopper le Redis, voilà, et on va voir ce qui se passe. Alors si on stoppe le Redis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a pas mal on a des perturbations, hein, forcément. Alors ici, on ne le voit pas sur le Python parce que j'ai zappé la fenêtre, mais elle se prend des timeouts, forcément, sur l'appli. Parce que l'appli en face ne répond plus, puisqu'elle-même timeout sur l'ami, sur le Redis. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a notre résilience qui s'est mise en jeu. Alors, premier aspect de la résilience, c'est qu'il a détecté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas passer, donc il va se mettre des retries. Il va d'abord se dire, je vais essayer de les retry, c'est configurable, toutes les X secondes, ce que vous voulez. Et puis ensuite, on est passé au deuxième aspect de la résilience, c'est-à-dire qu'il a dit, finalement, le Redis, je vois qu'il est cassé, donc je vais même plus essayer de poster mes objets sur le Redis. Je vais ouvrir mon circuit, donc c'est un coupe-circuit. Hein. Ceux qui font de l'architecture connaissent ça. C'est pour éviter en fait de surcharger votre back quand effectivement votre Redis il est en panne. Voilà. Donc il a ouvert le circuit. Et puis si on restart notre ami Redis, hop, normalement voilà, ça se remet évidemment en route. Si j'ai un peu de chance, on devrait voir alors qu'on a ouvert le circuit quand? Alors, quand est-ce qu'on a commencé? Voilà, le 62, on n'a pas réussi à le persiste. Est-ce qu'il a été retry? Est-ce qu'il a été retry? Ah voilà, il fallait bien un effet démo quand même. Ah non, pardon, on était dans le circuit de breaker, excusez-moi. Quand est-ce que j'ai ouvert le... Oui, parce qu'en fait, c'est un circuit de breaker qui tente de se refermer de temps en temps. Donc, alors, attendez, je vais aller regarder qui est le premier qui nous a mis un timeout. Voilà, c'est le 32. On va y arriver. Voilà, le 32. Le 32, il n'est pas là. Il fallait bien. Bon, j'ai le 33. On n'a qu'à dire que ça a à moitié marché. Ah, c'est des démos. Alors, petit truc que je ne vous ai pas montré, c'est que Dapper, ils sont vraiment développeurs friendly. Donc, ils fournissent pas mal de trucs, dont un super dashboard qui vous permet quand même de voir plusieurs choses. Donc ici, c'est ce que je vous disais, la configuration de mon PubSub. Alors là, il est très simple, j'ai même pas de password. Hein, donc vraiment, enfin bon, on a sa petite GUI et si je relance, ah bah oui, c'est malin ça. Si je relance mon ami Node.js, je vais voir
ma petite appli. Hop, ici, pouf, pouf. Voilà, je vais avoir ma petite appli. Et je vais voir, bon là ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas de sub, mais je pourrais voir éventuellement à quoi je suis abonné si je suis sur du PubSub. Voilà, on a tous ces petits composants, dont la résilience qui fonctionne qu'à moitié. Et je ne sais pas pourquoi, là, je vous avoue que là je suis un peu dosé, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et le circuit breaker qui est ici, et une policy qui met tout ça en œuvre. Enfin bon. Voilà, deuxième petite démo dans la démo. Avec un peu de chance. Ah oui, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je vous montre aussi. Je suis pas malin, moi. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait du tracing. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est compris dans le package. Donc là, on a notre span, en fait. Notre span OpenTelemetry qui est là dès le dev. Alors bon, là, comme on a juste un service qui appelle et puis ensuite un save sur le state store, c'est pas absolument fameux. Enfin, on a quand même notre tracing, donc du coup, on peut voir en local aussi, si jamais on a perdu du temps parfois dans certains tests, on peut mesurer tout ça, c'est quand même assez pratique. Deuxième petit exemple avec un subscriber. Hop, je vais enlever le... Pardon. On va le faire comme ça. Avec voilà un petit bout de Python qui va faire de l'abonnement à une queue de message. Alors là, c'est du Python. C'est vrai que c'est du Python en Fast API, donc c'est pas le plus lisible. Mais en fait, ici, c'est effectivement juste une route HTTP. En fait, on va déclarer une route HTTP, c'est ce qui va se passer en interne. J'aurais voulu juste... il est où le truc? Parce que ça, c'est la réception. Excusez-moi. Touk, 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 touk. Ah, merde. Ah oui, j'ai pas pris le meilleur code, pardon. J'ai pas pris le meilleur code pour la démo. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, on le voit pas parce que c'est tout caché par le SDK, c'est qu'en fait, là, on va avoir une route qui s'appelle /subscribe. Et en fait, on va avoir un JSON avec la liste des topics auxquels on s'abonne. Donc, c'est avec ça que Dapper va détecter à quoi vous vous abonnez. Donc, vous pouvez faire ça en HTTP pur ou via le framework. Et je n'aurais pas dû prendre l'exemple du framework, parce que c'est pas très clair. Dommage. Et puis pour faire un publish, c'est pareil, on va juste prendre notre ami SDK et puis on va pouvoir publier, faire des publish events. Et encore une fois, on n'a rien à faire parce qu'en fait, tout ce qu'on a besoin de dire, c'est quel est le PubSub sur lequel on va envoyer l'événement, mais certainement pas comment on le configure. C'est pas là-dedans qu'on va mettre les passwords, c'est pas là-dedans qu'on va mettre les certs SSL, c'est pas là-dedans qu'on va mettre toute la complexité de la conf qui d'habitude nous rend quand même assez inefficients dans le dev. Alors, si on refait en démo, avec un peu de chance. Donc là, on va avoir notre subscriber, pourquoi pas, ici, et notre publisher. Raté. J'ai pas kill. Je pense que c'est ça. Parce que par contre, il y a des trucs que ça fait pas. Comme par exemple, être capable d'ouvrir des applis sur 2 ports. Ça fait pas. C'est pas magique quand même. Alors, il est où? C'est là. C'est mon Node.js qui pourrit mon port. Hop. On y va. Ouais. Donc là, j'ai mon appli qui fait du publish. Et puis comme j'ai enlevé mon subscriber en dessous, j'ai pas mes événements. C'est dommage. Qu'est-ce que je fiche? Oui. Subscriber. Ok. Est-ce que ça va marcher? Tiens, c'est... Qu'est-ce qu'il me fait là? Je sais pas ce qu'il me fait. C'est pas vrai. Ça, c'est la beauté de faire des démos, ça. Pourquoi il me cherche la Node app, là? Il est fou, quoi. Oui. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Subscriber. Non, je sais pas, je suis
pas dans le bon truc. Bah oui, je suis pas dans le bon truc. Ah là 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 là. Bah ils sont là. Voilà. J'ai reçu mes événements. Je suis content. Et du coup, si je regarde sur mon ami Zipkin, eh bien, normalement, ah bah j'ai j'ai plein d'erreurs du coup, c'est cool. Hop, bah, c'est pas grave, je peux le relancer après tout. On peut republier 20 fois les mêmes événements, c'est pas très grave. Hop, voilà. On a nos petites traces. Voilà, on a notre tracing et donc on voit qui a publié l'événement et qui l'a reçu. Bah, c'est déjà pas si mal quand on fait du dev parce que bah, quand on a des archis microservices, on est vite assez perdu. Je suis en train de me dire que c'est pas très zoomé tout ça. Mais bon, vous voyez l'idée. Fin de la démo parce que sinon, ça va passer trop vite. J'ai très chaud. Vous êtes gentil, vous ne me l'avez pas dit. Alors, à repasser sur les diapos. Hop. On est bon. On est presque bon. On est presque bon. Hop. Hop. Ouais. Où est la petite télécommande de pro? J'en ai foutu. Alors, les plus capés d'entre vous me diront oui, mais la résilience, le MTLS, le tracing et les métriques, c'est pas tellement nouveau. Parce qu'il y a déjà un truc qui s'appelle Istio. Et c'est vrai, Dapper marche sur les plates-bandes de Istio, à tel point qu'il y a des choses qui se recoupent. C'est toute la zone qui est ici en bleu. Alors, là où c'est super, c'est que finalement, vous pouvez décider de faire cohabiter les deux. Donc, si vous préférez gérer votre MTLS avec Istio et gérer tout le reste avec Dapper, et ben, c'est tout à fait possible. Et c'est même peut-être conseillé parce que, c'était dans un des derniers slides, mais Dapper ne gère pas Cert Manager. C'est un des gros défauts de Dapper jusqu'ici. Il ne gère pas Cert Manager, donc pour nous, Ops, c'est quand même un peu casse-pied ça. Par contre, la façon dont Dapper gère les métriques et la résilience, on va peut-être voir un peu après, mais ça peut être sympa de la gérer plutôt avec Dapper. Fin de la petite parenthèse. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait interchanger et que c'était génial. C'est super, on peut interchanger. Mais c'est pas vrai. En fait, je vous ai un peu menti. Parce qu'en fait, les gens de Dapper n'y peuvent rien, mais tous les state stores font pas tous la même chose. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, on peut interchanger Redis et GCP Firestore. Bah, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'en fait, si vous faites du Redis, vous pourrez tout faire. Vous pourrez faire du CRUD, vous pourrez faire des transactions, c'est vachement sympa. En Dapper, vous pouvez pousser un tas de JSON en même temps dans votre state store, et s'il y a le moindre conflit, toute la transaction sera annulée. Franchement, chapeau quand même. Vous pouvez gérer donc des e-tags pour vérifier si vous avez des conflits. Il y a de la gestion de TTL, et puis vous pouvez même faire des queries en GraphQL. Super, vous pouvez faire tout. Si vous passez sur du AWS DynamoDB, bah, déjà, vous ne pouvez plus faire des queries en GraphQL. Donc, si vous faites des queries en GraphQL, bah, vous ne pourrez pas changer. Et puis, bah, si vous faites du GCP Firestore, bon, alors là, c'est absolument dingue. Vous pouvez juste faire du CRUD. Donc, méfiance quand même avec la pattern interchangeable, ce qu'ils appellent swappable. Il y a du vrai, il y a du faux. Je vous ai mis la doc, vous verrez, le tableau est absolument... c'est l'enfer, il y a 12 000 lignes de state store derrière, et puis bah, ils sont tous plus ou moins compatibles. Je vous ai montré tout à l'heure la partie abstraction avec du state store, du pub/sub, où on peut avoir derrière différents systèmes. Mais il y a des systèmes pour lesquels il n'y a pas d'abstraction, il y a juste un déport de la configuration technique, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que ce sont des choses qui sont parfois assez casse-pieds à configurer, du SendGrid par exemple. Même du SMTP, maintenant, c'est devenu, avec des start SSL, des trucs comme ça, c'est quand même devenu assez casse-pied de demander tout ça à être pris en charge par les devs. Voilà, il y a du Apple push, il y a un peu de tout. Vous pourrez regarder, c'est pareil, je vous ai mis un QR. Là, vous n'avez plus d'abstraction, vous ne pouvez pas remplacer l'un par l'autre, mais par contre, vous avez quand même un déport de la conf technique, et ça, c'est déjà pas mal. La configuration. Donc, chaque service est configurable.
Ici, c'est un exemple sur la Node App. Je vous ai mis ça juste pour vous montrer en fait ces deux parties qui sont ici. Donc ça, c'est la partie consolidation de métriques, parce que un truc bête, mais c'est quand on veut des métriques et que on va aller récupérer la commande numéro 1, la commande numéro 2, la commande numéro 3. On ne veut pas une métrique par commande parce que sinon on ne s'en sort pas, ça fait trop de données et puis on n'arrive pas à faire des dashboards. Donc en fait, dans Dapper, vous pouvez faire de la conf pour faire du pass matching. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est sous slash order, ça sera une métrique qui se cumule. Donc vous commandez, vous allez sur slash order 1, ça fait plus 1, slash order 2, ça fait plus 1 encore, enfin les get, les erreurs 500, tout ça. C'est consolidé. C'est consolidé, consolidable, et c'est plutôt conseillé d'ailleurs de consolider. Ça peut aller très loin, vous pouvez consolider aussi par verbe. Je veux tous mes postes dans un seul métrique, je veux séparer les postes des get, bref. Vous avez aussi du contrôle d'accès, ici. Donc vous pouvez déclarer que votre application Node, elle pourra pas appeler le endpoint /new order sur l'application Python. Oui, non, dans l'autre sens, pardon. L'application Python ne pourra pas vous appeler sur le pass /new order. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le contrôle d'accès, et c'est très important quand on fait des microservices, parce qu'on ne veut pas forcément que chaque microservice puisse contacter tous les endpoints d'un autre microservice. Il y a aussi des middleware. Quand je vous disais que c'est énormissime comme sujet, il y a aussi des middleware. Les plus utiles, ils sont ici. Hein, tout ce qui est autour du hôte 2, pour authentifier vos services avec de l'hôte, les authentifier entre eux. Tout ce qui est autour du rate limiting. Pour le reste, vous pouvez mettre des middleware WASM. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude des middleware, il y a le fameux middleware uppercase qui est toujours le middleware de démo quand vous mettez des middleware. C'est pareil chez Istio. Il y a toujours le middleware uppercase. Mais voilà, vous avez le plus important, le rate limit et puis le hôte pour authentifier vos services entre eux. Les composants avancés. Alors, des trucs qui sont fournis, qui sont plutôt basiques, mais qui sont plutôt casse-pieds à mettre en place dans une architecture distribuée. Donc, des schedule jobs que je n'ai pas traduit en français cette fois. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à dire, je veux qu'un job se déclenche dans X minutes et puis toutes les heures. Bref, vous savez, c'est des cron jobs. Alors, ça paraît rien, mais si vous êtes hors Kubernetes, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer à faire ça. Parce que il vous faut un composant dédié à faire ça. Vous réinventez la roue en fait. Si vous êtes dans Kubernetes, c'est pas vraiment plus simple parce qu'il va vous falloir vous approprier l'API Kubernetes. Alors tout ce que vous voulez, c'est réveiller un bout de code toutes les heures. C'est quand même assez casse-pied. Il va vous falloir un conteneur dédié, etc. Là, vous pouvez juste déclarer une ligne de code et puis elle sera réveillée dans quelques heures. Donc c'est vraiment, quand je disais, c'est vraiment fait pour le monde distribué. Oui. Les verrous distribués, parce que ça paraît pas, mais c'est pareil, c'est pas très simple, surtout quand vous les faites dans du mode du cloud. Donc à quoi ça sert? Ça sert juste quand vous scalez votre application et que vous avez une section critique et que vous voulez mettre un verrou, et là, au lieu de redéfinir ça à l'intérieur de votre application, vous allez juste appeler votre petit composant Dapper préféré, vous allez demander le verrou et vous bénéficierez d'une algorithmie absolument 100% robuste, testée depuis des plombes, documentée aussi sur toutes les options qui sont là, et c'est pareil, ça vous évite de réinventer là. Et puis il y a des patterns encore plus difficiles à mettre en place. Il y a des patterns de workflow. Donc ça vous permet de définir un workflow, donc un workflow fini, un workflow d'état, dans votre code, et qui sera exécuté et garanti par Dapper, donc dans l'ordre que vous l'avez défini. Le truc le plus proche de ça, c'est peut-être N8N, pour ceux qui connaisseraient, N8N qui a une grosse trend sur les workflows, parce qu'ils font beaucoup de workflows d'IA. Par contre, ce qu'il faut comprendre, deux choses, il n'y a pas d'éditeur graphique pour ça, c'est uniquement du code. Donc ça ne satisfait pas forcément tout le monde, parce que quand les workflows deviennent très complexes, on aime parfois avoir une interface graphique. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un workflow que vous définirez en code et dans un unique langage.
Donc vous ne pouvez pas définir du workflow qui a des morceaux de code qui s'exécutent dans un langage et des morceaux de code qui s'exécutent dans un autre. C'est vraiment, vous définissez votre workflow en Python, en Node.js, en ce que vous voulez, puisque de toute façon, vous pourriez même le faire en Bash dans l'absolu, encore une fois, mais un langage unique pour votre workflow. Et puis, il y a une pattern qui, a priori, parce que moi je ne l'ai jamais mise en place, c'est difficile à mettre en place dans le monde distribué, c'est la pattern actor. Hein. C'est la pattern virtual actors. Donc en fait, c'est quoi? C'est des threads qui sont mono-threadés. C'est des contenus qui sont mono-threadés. Et vous pouvez penser ça, par exemple, en termes de jeux vidéo. Si vous mettez des ennemis et puis un joueur, c'est tout à fait adapté, par exemple. Okay. Donc ça, Dapper le prend en charge, et puis on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit conteneur placement. Eh bien, il va lui-même les placer là où il y a le plus de place sur le nœud le plus libre, et puis tout ça, ça va rentrer, ça sera invoqué au bon moment, tout ça. Ah j'ai de la place pour la démo 2, c'est fou ça. J'aurais pas cru. Alors, démo 2, qui est la démo la moins préparée, et qui cette fois va nous faire un petit peu de Kubernetes, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Alors, déjà, je regarde par quoi. Il y a des pros de Kubernetes ici. Je suppose un peu. Alors, quand même un truc qui va pas forcément plaire. Ici, on est je vais zoomer encore un peu. On est sur des composants Kubernetes, donc des CRD pour ceux qui connaissent. Donc les CRD de Dapper, sauf que vous aurez remarqué que je vous ai dit qu'il y avait des composants de State Store, des composants de PubSub, de Secret, de tout ce que vous voulez, mais il n'y a qu'un CRD en fait, c'est Component. Et ça c'est un peu gênant parce que du coup, si on regarde ce qu'il y a comme Component, et où Pardon. Ah. Donc là, il y a notre PubSub qui est défini. Et si on regarde la définition du YAML de notre PubSub, alors certes, il a un petit secret keyref, donc ça c'est mieux déjà. On a un vrai mot de passe et puis qui est dans un secret Kubernetes, mais vous remarquerez que tout est dans les métadatas. Donc ça veut dire que ici, si je mets un champ Toto Titi, l'API Kube ne va pas me le rejeter. Donc ça, c'est un peu étrange parce qu'effectivement, dans les CRD Kubernetes, on a l'habitude d'être validé par l'API. Si on n'est pas conforme à l'API, ça ne va pas passer. Sauf que là, comme tout est dans les métadatas, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi et surtout des options qui ne sont pas prévues par Dapper et il n'y a personne qui va s'en plaindre. Alors ça s'explique parce que sinon, vous ne pourriez pas forcément héberger ça sans Kubernetes. Mais bon, c'est vrai que dans un monde Kubernetes, moi perso, j'aime bien quand je définis ma base Postgre qu'on me dise que j'ai mis un champ et qu'il n'a pas la bonne valeur, que ce soit l'API qui me le valide. Bon, petite parenthèse quand même là-dessus. Alors, si je regarde un petit kubectl apply, bon, on va le mettre comme ça. Un petit apply, je vais pouvoir déployer mon application Node. Ah c'est con ça. Ça c'est con. Hop. On la refait. Je vais déployer ma petite application Node. Je vais déployer ma petite application Python. Hop. Et donc là, je vais avoir des pods qui vont se lancer. Hop, 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 hop là. Donc, même démo que tout à l'heure, hein, ça ne va pas vraiment changer. On va se retrouver avec notre appli Python qui appelle, et puis on va avoir nos commandes qui vont être stockées dans le State Store. Voilà. Bon, il n'y a pas, c'est pas fou. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu Cube, ce qui s'est passé en fait, à la différence du moment où j'ai lancé tout à l'heure les choses à la main, eh bien, c'est que mon pod, il s'est fait injecter tout seul un compagnon Dapper qui est ici. Voilà. Notre petit Dapper-D, donc ça, c'est comme Istio, hein. Ça change pas. Istio fait exactement la même chose. Vous mettez une annotation inject Istio et puis vous avez un composant Istio. Là, c'est pareil pour Dapper. Donc vraiment, l'analogie avec Istio est vraiment quand même assez forte.
On a un petit dashboard qui est un peu plus renforcé en Kubernetes. Hop. Hop. Parce que la différence, c'est que, à part voir ces apps, on va avoir le control plane de Dapper qui va être aussi affiché dans les statuts. Ça reste toujours vachement sympa comme petit dashboard, puisque, in fine, là, par exemple, hein, je vais avoir mes deux apps, Python et Node, et puis je vais pouvoir voir toujours leur conf. Là, ils ont une conf par défaut, c'est normal. Alors évidemment, c'est pas toujours très lisible, mais on va avoir accès aussi au log, par exemple. Alors, bon, sur le compagnon Dapper, c'est pas très rigolo, mais bon, voilà, on a ces petites apps. Voilà. J'aurais dû vous montrer les subscriptions tout à l'heure sur la démo d'avant. Donc voilà, donc ça marche très bien en Kubernetes, évidemment. Ça a été presque fait pour. Vu qu'il reste très peu de temps, je vais repartir sur les slides. Finalement, je suis quasiment dans les délais, c'est assez incroyable. Hop. Hop, hop. Oui. Non. Ça, c'est la blague. Oui, parce que je suis le seul ops du monde, peut-être, qui fait encore des trucs sous Windows. Je sais. C'est choquant. Hop là. Voilà, je vais y arriver. Hop, on redécale ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai perdu. Hop, un petit F11. C'est bon là? On est bon? La petite télécommande, elle est où? Donc, alors, la toute dernière version, c'est la version 1.15. Les nouveautés, c'est évidemment les LLM. Fallait pas, ça pouvait pas louper. Qu'est-ce que Dapper n'interfaçait pas et qui est très à la mode? Ce sont les LLM. Donc là, c'est pareil, ça vous permet d'appeler dans Dapper n'importe quel modèle sans se soucier de la conf. Et là, c'est franchement assez interchangeable. Du coup, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour le moment, c'est quand même version bêta ou même alpha, donc ça supporte pas le streaming. Pour ceux qui font du LLM, hein, ça supporte les réponses. Une fois que tous les tokens sont émis, vous récupérez la réponse dans votre appli, mais il n'y aura pas de streaming pour le moment. Et puis dans cette version 1.15, il y a le support de SFTP. Alors ça paraît rien, mais même configurer du SFTP, en général, vous faites votre dev et puis les SRE vous disent « Ah, il n'y a pas la prise en charge des certificats SSL. Ah, oui, c'est pas grave, on fera la prod dans 3 mois. » Donc, ça fait ça. C'est toujours ça de prix. Alors, est-ce que c'est parfait? Pas tout à fait, forcément. Rien n'est parfait. Déjà, la partie SDK, elle est forcément un peu en retard du corps. Quand vous prenez les SDK, il n'y a pas forcément toutes les features qui sont dans le core qui viennent de sortir et que vous retrouvez dans votre SDK. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, les SDK sont encore plus communautaires que le reste du core, donc c'est vraiment au bon vouloir des gens qui contribuent. Donc, les exemples de code ne sont pas toujours à jour, c'est toujours un poil plus difficile. Et puis, les SDK, ils sont toujours... ça dépend du langage, donc... c'est pas parce que vous savez utiliser, par exemple, le workflow en Python que vous allez savoir l'utiliser en Go ou en .NET, parce que les conventions de nommage, c'est pas les mêmes. Donc, voilà, après, vous retrouvez vos petits, vous retrouvez vos confs, mais c'est pas exactement la même chose. Ça supporte pas Cert Manager pour le MTLS, mais il y a une PR, voilà. Ça répond pas à la question est-ce que vous avez besoin des microservices, mais ça, j'ai déjà dit en intro. Et ça ne dit pas non plus qui est honneur sur les YAML, parce que c'est bien de déporter la conf, mais est-ce que c'est au SRE de la faire ou est-ce que c'est au dev de la faire? Ça, c'est une bonne question quand même. De même, on ne peut pas avoir deux control planes de deux versions de Dapper différentes sur le même cluster. Ça, c'est pas possible. En version communautaire, si vous voulez faire ça, il faut passer sur une version qui est payante, qui s'appelle Diagrid. Voilà, il y a toujours un peu de payant dans notre monde. L'avantage de Diagrid, c'est que les contributeurs sont à 90% des gens qui sont embauchés par Diagrid. Donc, on leur en voudra pas trop de faire une version payante. Voilà, ça va très très vite. Je suis un peu désolé, le sujet est vraiment énorme. Merci beaucoup. Je vous ai mis
À gauche, les slides à télécharger en PDF, si vous voulez. Et ici, si vous voulez laisser une appréciation, c'est le QR du Brestcamp. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il reste 4 minutes. Oui, merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que tu as des informations sur l'empreinte de la consommation par rapport à Istio, parce que Istio est très gourmand. Est-ce que Dapper l'est autant ou pas? Alors, excellente question. Moi, là, je ne l'ai pas comme ça. Mais ils ont, comme c'est des gens sérieux, ils ont des benchmarks qui sont disponibles sur le site. Donc il y a les benchmarks sur l'empreinte et il y a aussi les benchmarks sur l'overhead en termes de délai. Parce que forcément, quand même, tu n'es pas connecté directement à ton Redis ou à ton Kafka. Donc tu as quelques millisecondes. Donc il y a les benchmarks qui sont disponibles, ils sont publics. Voilà. Mais je ne l'ai pas comme ça en tête. Et tu les trouveras sur le site, ouais. Tu as parlé du MTLS, mais comme il n'y a pas de support de Cert Manager, j'imagine que c'est à toi de faire le renouvellement des certificats et d'implémenter le renouvellement, quoi. Non, alors t'es pas, non, t'as pas besoin. Tu peux importer ton propre CA et c'est lui qui va faire le renouvellement. Il n'y a pas de souci. Si t'en mets pas, il va faire le renouvellement aussi. Il va générer des certificats privés, mais tu pourras juste pas importer ton CA depuis Cert Manager. C'est vraiment ça. C'est que ils ont une brique qui est dédiée à ça, qui s'appelle Sentry. Qui prend l'équivalent à peu près de Cert Manager, hein, mais c'est pas Cert Manager. Voilà. Ils ont leur propre brique qui fait ça. Ok, merci. Tu disais que tu n'avais jamais utilisé Dapper en prod. Question 1, pourquoi? Et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Et question 2, est-ce que tu connais quelqu'un ou est-ce que tu sais s'il y a des boîtes qui l'utilisent en prod? Alors, et qu'est-ce que ça donne quand c'est en prod? Ouais, bonne question. Pourquoi? Parce que mon client ne l'utilise pas. Et que moi, je suis payé pour faire ce que mon client me demande. Il y a beaucoup de gens forcément qui l'utilisent, il y a plein de testimonials, il y a plein de trucs. Je vous ai pas dit, c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais le projet est très communautaire, il y a les community calls, mais si vous voulez des retours d'expérience, il y a le Discord Dapper. Donc allez sur le Discord Dapper, vous verrez, il y a tous les gens, il y a toute une section show and tell de gens qui l'exploitent en prod et qui expliquent comment ils ont migré leurs anciennes architectures, comment ils l'exploitent. Il y a un channel vraiment dédié à ça. D'ailleurs, à ce propos, vraiment, le Discord est absolument formidable. C'est une équipe, vous la pinguez, vous leur posez des questions, ils vous répondent, quoi. C'est vraiment une bonne équipe bien communautaire. Mais un jour peut-être, si j'arrive à convaincre mon client. C'est bon pour vous? Merci encore.